Je dirais que c'est presque impossible de ne pas avoir d'identité numérique, ne serait-ce que l'adresse courriel. Aussi minimes les traces qu'on puisse avoir sur Internet soient-elles en apparence, au final, il va toujours y avoir quand même des informations sur nous. Sur les réseaux coexistent la mort, puis, mettons, les recettes végétaliennes de ta coloc. L'identité numérique, c'est l'image qu'on projette à travers les traces qu'on laisse en ligne, donc que ce soit nos renseignements personnels, nos données de navigation, toutes les activités en fait qu'on va faire quand on navigue sur Internet. Les cookies, c'est des fichiers qui s'inscrivent sur notre appareil, qui sont installés par le site qu'on visite. Donc, c'est seulement le site qu'on visite qui peut récupérer les informations qui s'inscrivent dans ce petit fichier-là. Mais après, il y a différentes sortes de cookies. Il y a les cookies de navigation qui sont plutôt nécessaires. Donc, par exemple, enregistrer l'information quand on fait des achats en ligne. Puis, il y a aussi des cookies qu'on appelle les cookies tiers, qui sont des cookies un peu moins désirables. On autorise ce tiers-là, qui est souvent un grand publicitaire, à avoir accès à certaines données de navigation. C'est là où c'est plus insidieux, puis ça peut être intéressant de le savoir, mais pour ça, il faut lire les paramètres de confidentialité, puis on a souvent la possibilité de les refuser. Des bonnes pratiques, déjà, c'est d'aller voir dans les paramètres des médias sociaux ce qu'ils nous proposent en matière de confidentialité. Les publications qu'on va faire, est-ce qu'on veut que ça soit accessible publiquement? Est-ce qu'on veut que ça soit accessible seulement à un certain groupe d'amis, par exemple? Il faut garder en tête, finalement, que les traces qu'il va y avoir à propos de nous sur les médias sociaux, sur Internet, ne seront pas uniquement des traces que nous, on va avoir laissées, mais aussi des traces qui peuvent être laissées, par exemple, par des proches, par des tiers, par des organisations avec lesquelles on travaille. On peut se dire qu'à la fois, c'est bon d'être vigilant, d'avoir un certain contrôle, mais avoir aussi un certain laisser-aller. Ça peut être tout aussi bénéfique dans la mesure où on peut pas tout contrôler, en fait, ce qui circule à propos de nous sur les médias sociaux. D'autres bonnes pratiques qui sont simples à mettre en place, c'est d'utiliser des moteurs de recherche qui nous retracent pas, par exemple DuckDuckGo ou Qwant, qui, à l'inverse de Google, vont pas recueillir de données sur notre navigation. Ensuite, il y a aussi les paramètres de notre navigateur qu'on peut modifier pour que les cookies ne soient pas tous acceptés automatiquement pour garder un certain contrôle, une certaine vigilance là-dessus. Je m'appelle Alexandre Pépin, j'ai 23 ans et un jour, je vais mourir, laissant derrière moi une quantité immense de traces numériques, comme la grande majorité des gens de mon époque, et ça, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Dans cette série balado, je tente de comprendre l'impact de ces traces numériques dans notre relation avec la mort. Sur les réseaux coexistent la mort, puis, mettons, les recettes végétaliennes de ta coloc. Il y a une espèce de déshumanisation de la mort d'abord qui se fait à ce moment-là. Ça, c'est le premier point de ma quête. Et ensuite, on part de... moi, je m'intéresse à ce qu'on laisse sur les réseaux sociaux et comment d'autres technologies en ce moment peuvent utiliser ces traces-là. Et le fil narratif, moi, mon filon, c'est de me dire, est-ce que ça, ça va éventuellement transformer notre relation avec la mort? J'ai eu la chance de parler avec un inventeur du brevet de Microsoft par rapport au chatbot. C'est une espèce de technologie qui reprend les traces numériques d'un défunt, les données conversationnelles de quelqu'un décédé, pour recréer, simuler comment cette personne-là discute. Et le but de ça, en fait, c'est de pouvoir entretenir une relation avec quelqu'un de mort. Notre vie a été chamboulée par Google Maps, notre vie a été chamboulée par n'importe quelle autre espèce de technologie qui s'immisce dans nos téléphones. Puis dès que ça facilite une partie de notre vie, on s'adapte. Un jour ou l'autre, le chatbot ou les technologies qui immortalisent quelqu'un vont faire partie de notre processus de deuil. J'ai parlé avec David Beaulieu, qui est le fondateur de Fragment. Dans le fond, lui travaille avec des urnes numériques. Selon lui, où est-ce qu'on trace la ligne entre une bonne relation entre la technologie et la mort? C'est lorsque la technologie sert à créer de nouveaux souvenirs d'une personne décédée. Mais si la technologie sert à regrouper, si la technologie sert à remémorer d'une façon ou d'une autre les souvenirs existants d'une personne, là, on est dans ce qui est sain, on est dans, bref, dans notre époque. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est simplement de soulever l'espèce de zone grise qu'il y a actuellement autour de « Hey, on est capable de faire ça avec ce que vous laissez sur le web ». Ensuite, il y a la question aussi du consentement. Est-ce que c'est à la personne qui est endeuillée ou à la personne qui est décédée de décider qu'est-ce qui adviendra de ses traces? Puis c'est sûr, j'ai toujours en arrière-pensée que ce que j'écris, c'est permanent. T'sais. Que tu le supprimes ou non sur le web, c'est permanent. Puis on verra éventuellement quelle portée ça aura parce que ça, évidemment, c'est exponentiel avec notre utilisation, l'intelligence artificielle, etc. Bienvenue sur nos traces. La mort à l'ère numérique.